Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, comment motiver son enfant, comment lui faire faire ses devoirs, comment l'aider à devenir autonome, comment lui éviter de paniquer avant un contrôle, autant de questions universelles. Pour les parents d'élèves, eh bien, il y a des réponses et elles sont dans le livre que publie Marie Costa. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est demain la journée mondiale du jeu vidéo. Les programmes sont ceux de mathématiques, d'histoire, de géographie, notamment que l'on peut réviser avec certains jeux. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, on se cultive avec ce CD Pagnol lu par Fernandel. Vincent Fernandel, c'est le petit-fils. Et puis rendez-vous en fin d'émission, comme chaque semaine, avec Célie Luton, dont on poussera les portes de la librairie pour 3 livres qu'elle nous conseille pour cocooner en famille à l'orée de l'hiver. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Le message tient en 4 mots et 1 point de ponctuation. Tu peux y arriver. Point d'exclamation. Il donne son titre au livre que publie chez Deux Boucs Supérieurs. Et le voici, ce livre. Élise Arval et Marie Costa. Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante depuis 27 ans. Vous avez enseigné à plein de niveaux. Ça, c'est un truc assez formidable. Professeur des écoles, prof en SECPA, dans les classes prépa. C'est ce que vous faites aujourd'hui du côté de Lyon. Mais vous êtes aussi coach, formatrice et conférencière. Je vous prends au mot. Tous les enfants peuvent réussir à l'école, parce que vous avez vu des enfants de tous âges, de toutes conditions et également de tout environnement socioculturel. Ben justement, tu peux y arriver, c'est que je l'ai dit à tous mes élèves. J'ai eu plus de 1000 élèves et vraiment, je pense que tous les élèves ont un potentiel. Après, ils ne se réveillent pas tous au même moment. Et voilà. À nous de savoir Vous auriez quand même avant 18 ans. Déclencher et les aider, les accompagner, ceux qui ont plus de mal à certains moments de leur vie ou dans certaines matières. Quand on est parent, la première question, et c'est le premier message du livre, vous dites commencez par déterminer quel genre d'éducateur vous êtes. C'est très important. Ben oui, parce que si on a un parent stressé, on va transmettre ce stress. Si on a un parent zen, on va aussi transmettre cette zénitude. Donc il faut se dire qu'est-ce que je suis, moi, comme parent? Est-ce que je suis un éducateur plutôt tranquille? Est-ce que j'ai confiance? Et je fais confiance en mon enfant, et c'est tout le but de ce livre, c'est de devenir un parent confiant. Mais si je stresse et que je continue à stresser, ça veut dire que j'aiderai moins bien mon enfant, ou il y a des trucs quand même? Oui, parce que le stress se transmet et le stress en fait bloque tout apprentissage. Quand on vous crie dessus, quand on vous hurle dessus, que vous êtes nul, que vous n'y arrivez pas, que vous serez jamais bon en maths, etc. Ah, ça j'ai eu. Ça a très bien marché. Nul en maths. Et en fait, ça fait que l'enfant il commence à le croire et puis son cerveau se bloque et bloque tout accès à tout apprentissage. Le parent, pour autant, ne doit pas se transformer en prof bis. Bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour... Déjà, les devoirs, c'est pas un travail collaboratif, normalement, c'est quand même l'enfant qui doit le faire. Donc le parent, il doit être confiant et il doit transmettre des infos et de la méthodologie pour que l'enfant puisse faire tout seul. Et quand il ne sait pas, il doit dire qu'il ne sait pas. Oui, bien sûr. Il vaut mieux dire je ne sais pas plutôt que de faire mal faire ou de faire avec une méthode qu'on a peut-être connue soi-même mais qui n'est plus en vigueur aujourd'hui. Oui, alors ça évolue tellement souvent qu'il vaut mieux reprendre un peu ce qui s'est passé dans le cours, essayer de le comprendre et essayer de réexpliquer à l'enfant avec les mots du maître ou de la maîtresse ou du professeur. Je reste aux conseils généraux. Avant toute chose, dites-vous, il faut rassurer l'enfant et pour ça, poser des cadres. Oui. Poser le cadre. Déjà, le cadre, c'est de se dire les devoirs, ils commencent à 1h ou ils se finissent à une autre heure. Il faut prendre un moment pour se détendre avant d'attaquer les devoirs parce que 8 heures assis sur une chaise, c'est terrible. Les enfants ont besoin de bouger, il faut qu'ils bougent. Donc ce cadre-là, il est important. Et puis le dernier point, moi je dis, c'est le vecteur de bonne humeur. C'est arriver avec ce côté parent zen, mettre une petite tasse de chocolat chaud, de lui faire un petit massage, de mettre une petite musique douce. Et là, tout de suite, on attaque les devoirs avec le sourire. Ah mais alors, c'est quand même, c'est le Club Med, c'est plus les devoirs. Le rapport au temps aussi, à un moment donné, vous dites aux parents, très très jeunes, donnez une notion du temps et du temps que prennent telle ou telle tâche aux enfants. La notion du temps, c'est un vrai problème parce qu'elle s'acquiert déjà pas avant l'âge du CE1. En CE1, on voit l'heure, le temps qui passe, etc. Donc c'est difficile, mais bon, en même temps, les devoirs commencent en CP, puis en CP, ils ont très peu de devoirs. En général, 10, 15 minutes, ça suffit. Mais après, dès le CE1, il faut donner des outils pour mesurer le temps parce que sinon, on trouve que c'est très, très long. Il vaut mieux mettre une musique que l'enfant aime bien et il doit faire son exercice de maths et il se rendra compte que finalement, il a terminé son exercice, la musique n'est pas finie.
Beaucoup de trucs, de méthodes dans ce livre. Tu peux y arriver, c'est chez Debout Supérieur. Je crois que je ne l'ai pas encore dit et il est formidable. Beaucoup de trucs, de méthodes. Il y a quelque chose qui revient également de manière récurrente, c'est la notion de petits pas. Alors vous la présentez au début autour de la zone proximale de développement, qui est une idée, mais au fond on la retrouve un peu partout. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de tenter des pas trop grands. Bien sûr, il vaut mieux faire des choses au moment où l'enfant peut, et on essaye d'avancer avec lui par petits pas. Parce que si on lui propose quelque chose de trop difficile, il ira nulle part. Voilà. Les zones proximales de développement, c'est un terme de recherche. Oui. C'est Vygotsky qui a inventé ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a une zone où on va se développer et c'est une zone un peu de confort. Mais si on va trop vite et on essaye d'apprendre trop de choses à un enfant qui n'a pas la capacité, eh ben, il sort de cette zone de confort et là, il est dans une zone rouge. Donc, il faut vraiment rester dans cette zone où je vais apprendre quelque chose de nouveau, pas rester dans ma zone de confort, mais sortir un petit peu, mais on va l'accompagner. C'est un petit peu ce que je dis quand on va dans la forêt avec son enfant. La première fois, on va le monter sur un tronc d'arbre et on va lui tenir la main pour traverser. Ensuite, on va lui tenir le doigt. Ensuite, on va être juste à côté, puis on va marcher à côté de lui. Et la prochaine fois, quand on retournera se promener, on sera 100 mètres derrière et il va grimper sur un tronc. C'est ça, c'est l'accompagner en lâchant la main. Super. Chocolat chaud, petit massage, musique douce. Et verre d'eau. Et verre d'eau, bien sûr. Eh bien oui, parce que notre cerveau est rempli d'eau. Donc, il va falloir que vous l'hydratiez un petit peu. Et vous donnez des chiffres sur la perte d'efficacité du cerveau quand on n'est pas assez hydraté. Et carrément, il y a quand même un enfant sur 3 qui arrive déshydraté à l'école le matin. Donc, si l'enfant veut vraiment pas prendre de petit déjeuner, au moins qu'il puisse boire un grand verre d'eau. On retrouve Marie Costa pour ses excellents conseils. Le livre est co-signé avec Élise Arval. Tu peux y arriver. Accompagner votre enfant vers... Ça peut marcher avec les autres. Ça peut marcher accompagner vos enfants vers la réussite scolaire. C'est chez Debout Supérieur. L'Anti-Sèche, Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. C'est demain la journée mondiale du jeu vidéo qui occupe une place absolument prépondérante dans la vie des enfants, des adolescents et dans leur développement. On retrouve même dans certains programmes scolaires, de la maternelle au lycée, des jeux vidéo. Effectivement, le jeu vidéo est un véritable phénomène de société aujourd'hui. Il suffit d'un chiffre pour mettre tout le monde d'accord. Selon une étude réalisée par Médiamétrie pour le compte du syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, en 2022, la France compte plus de 37 millions de joueurs. C'est 73% de la population française qui joue au moins occasionnellement. On parle la population en âge de jouer, j'imagine. Effectivement, oui. Est-ce que vous en faites partie des joueurs de jeux vidéo? Moi, je joue aux jeux, mais pas vidéo. Alors moi, ça m'est arrivé. J'ai une légère tendance à l'addiction aux jeux vidéo. Ah, c'est vrai? Quel genre de jeu? SimCity, j'ai passé des heures et des heures. Civilisation. Oui, évidemment. C'est un truc absolument exceptionnel. Et puis les jeux de foot. Ouais, on adore. Mais maintenant, les jeux vidéo, on pense que c'est forcément lié à la console. Non, on les a sur les smartphones, évidemment. Ne me le dites pas. Taisez-vous. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de 37 millions. Sinon, sur les consoles, ce serait beaucoup moins. Et puis, on peut y jouer facilement entre deux réunions, dans une salle d'attente, dans les transports en commun. On voit, évidemment, on en voit beaucoup, beaucoup. Et ces jeux qui sont donc omniprésents sont devenus un véritable outil au service des apprentissages. Alors, il y a un exemple assez connu maintenant qui est celui de l'histoire. Et il n'est pas étonnant que vous le choisissiez, passionné de l'histoire que vous êtes, puisque la majorité des jeux vidéo travaillent aujourd'hui en étroite collaboration avec des historiens, du moins les jeux qui s'inscrivent dans l'histoire. Effectivement, objectif, recréer au mieux le contexte qui servira de toile, de fond à leur action. L'exemple parfait qui nous vient immédiatement en tête, du moins, c'est mon cas, je ne sais pas vous, c'est Assassin's Creed. On adore évidemment cette saga d'Ubisoft, c'est une saga française. Toutes les époques ont été traitées. Pour y avoir joué énormément, c'est vrai qu'on apprend parfois beaucoup plus à travers un jeu, et ça c'est mon expérience personnelle, mais je l'ai vu aussi à travers d'autres collègues et puis même de ma famille. On apprend beaucoup plus parfois sur un jeu qu'un documentaire, et même parfois, désolé pour les professeurs qui nous regardent, mais qu'à l'école. C'est vrai que certains jeux, je pense particulièrement Assassin's Creed Unity, qui est sorti il y a quelques années, C'était sur quel sujet? La Révolution française. La Révolution. Et c'est extrêmement bien fait. Il y a eu des centaines d'heures, je crois qu'il y a une trentaine d'historiens qui ont travaillé sur le jeu. Là, on en apprend par exemple sur les différents métiers de l'époque, la vie des Français, la vie des Parisiens. Et ça, dans les cours, c'est beaucoup moins connu parce que les travaux de recherche des différents professeurs ne sont pas sur ces sujets de fond. C'est extrêmement bien fait. Il y a d'autres jeux historiques. Oui, quelques autres exemples. Red Dead Redemption aussi, pareil, le 19e siècle américain, on n'en parle pas beaucoup, notamment
dans les programmes scolaires, on en parle moins. C'est assez compliqué. Il y a aussi beaucoup moins de chercheurs qui travaillent sur le sujet. On a aussi Call of Duty pour la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que c'est une période qui plaît le plus en général quand on aime l'histoire pour un jeune collégien, un jeune lycéen. Et on a aussi Age of Empire. Ça, c'est super bien sur la Rome antique, sur la Grèce de l'Antiquité au Moyen-Âge. J'essaye de vous extraire de l'histoire votre passion. Il y a quand même d'autres disciplines scolaires qui sont concernées. SimCity, on peut l'utiliser notamment en géographie, puisqu'on prend l'exemple de la construction d'une métropole. Alors, c'est vrai que c'est plutôt la métropole américaine dans la conception, dans l'esprit des concepteurs du jeu. Et puis, ça peut être un appui pour travailler aussi et pour améliorer la confiance en soi. Totalement. C'est notamment le cas. L'excellente série Life is Strange. Est-ce que vous connaissez? Non. Non, c'est cette sortie entre 2015 et 2021. C'est un véritable ovni vidéoludique. On le doit aux studios français, là aussi encore. C'est bien de mettre en avant les studios français. Il y en a peu, mais ils cartonnent dans le monde entier. Dontnod. La série, en fait, elle aborde tous les problèmes liés au passage à l'âge adulte et à la fin de l'adolescence. Les créateurs ont choisi comme décor une petite ville fictive et un lycée comme on voit dans les séries américaines. Et les thèmes sont très actuels. On a le harcèlement, la drogue, le poids des réseaux sociaux aussi, le mal-être, la différence, le suicide, l'amitié ou encore la culpabilité. La force de la saga, c'est que le jeu, aujourd'hui, est très utilisé par les professeurs de l'école primaire au collège et notamment dans des sujets qui sont très souvent écartés des séries et des films. On retrouve aussi des inspirations et ça rapidement dès le début on le voit. On a cinéma. Oui, Un jour sans fin par exemple, l'effet papillon aussi. On a des séries aussi comme Twin Peaks et Buffy contre les vampires et The Killing. Ça on le voit très rapidement lorsque l'on aime ces séries et ces films. On aime aussi directement ce jeu. Histoire, géographie, école primaire, maths. Bien sûr, avec Minecraft. Et voilà. Ça c'est le classique. Pour les maths, bon, j'ai pas aimé les maths, j'ai toujours eu difficile avec ce jeu, mais oui, effectivement, même si c'est pas votre tasse de thé, mais vous l'avez testé, Minecraft? Oui, effectivement, j'ai toujours du mal, même avec le jeu, mais au moins, ça permet de donner aussi le ton aussi sur certaines formules mathématiques. C'est extrêmement bien fait. On a aussi Archipel, un autre jeu très intéressant qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est notamment pour les élèves de CM1, CM2. Ça permet de développer son autonomie et valoriser les progrès. Ça, c'est très important en termes d'éducation. C'est extrêmement pédagogique et tous les professeurs aujourd'hui d'école l'utilisent et le conseillent aux parents. On peut jouer aussi à la maison. Et on a un président de la République qui soutient le jeu. Mais oui, exactement, parce que le jeu vidéo, il y a un musée, le plus grand musée au monde du jeu vidéo qui va voir le jour dans quelques mois. Ça vient de 2 youtubeurs qui partagent des vidéos sur YouTube sur les jeux vidéo. Ils ont lancé un challenge. Emmanuel Macron a accepté le projet et il sortira en 2026 à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. Et pour l'instant, vous pouvez même participer au financement participatif sur Internet. 2 millions d'euros pour l'instant et plus de 30 000 donateurs. Donc allez-y, ça sort bientôt. Et on pourra même jouer pendant la récré, mais pas pendant votre récré. Effectivement. On vous retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup, Brandon. Marie Costa. 200 pages d'explications, de conseils, d'outils pratiques, c'est Tu peux y arriver. Point d'exclamation, livre que publie Marie Costa chez The Book Supérieur avec Élise Arval. Le véritable Graal pour les parents, les enseignants, du jour, c'est la motivation. C'est très très compliqué, vous l'expliquez. Qu'est-ce qui entrave cette motivation? Et évidemment, on regardera de l'autre côté du miroir après. Qu'est-ce qui la favorise? Tout ce qui entrave, c'est quand ça vient pas de soi, hein. On est motivé quand ça part de l'intérieur, quand ça vient de nous et quand on a envie de faire les choses. Tout ce qui nous est imposé, souvent, on a moins envie. Donc, il y a 2 types de motivation. Cette fameuse motivation intrinsèque, c'est je veux le faire. Et là, c'est bon, c'est gagné. Et il y a l'autre type de motivation qui est extrinsèque. Là, pour le coup, c'est quand on fait plaisir à un papa, une maman, à un professeur, pour avoir de bonnes notes, pour réussir son bac, etc. Et là, c'est pas je veux le faire, c'est tu peux le faire. Hein, voilà. Donc là, c'est pas la même chose. Et quand ça vient des autres, on a moins envie de le faire. Dans les facteurs qui entravent la motivation des enfants, je vous cite, il y a le manque de sens. Bien sûr, souvent, quand on ne comprend pas, quand on n'a pas de sens et quand on ne voit pas à quoi ça sert, il y a beaucoup d'enfants qui disent « mais moi, je ne comprends pas, puis je ne vois pas à quoi ça sert ». J'étais en seconde il n'y a pas longtemps et il y a un élève qui me dit « mais moi, je ne comprends pas les civilisations antiques, etc. » À quoi ça sert de les connaître aujourd'hui? De voir les vieilles pierres, moi, aujourd'hui, je ne vois pas. Et je lui dis « mais la démocratie ». Et qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, ça c'est intéressant. Et donc il a revu sa leçon
2 secondes sur Athènes sur ce thème-là, et il m'a dit maintenant je vois, j'y mets du sens. Donc c'est ça, il faut essayer aujourd'hui de trouver le sens à chaque fois. Alors c'est quand même plus facile avec l'histoire, le français, la philo, etc., qu'avec certaines notions hyper abstraites. C'est vrai que le compas, il y a un humoriste qui a dit qu'on s'en servait qu'à l'école du compas. Mais les maths, on peut s'en servir par exemple pour faire de la cuisine. Quand vous travaillez, oui, mais on n'est pas dans les, oui, c'est ça. Non, c'est pas le théorème de Pythagore non plus, quoi. Oui. Pythagore, il y a quand même Soprano qui l'a chanté très très bien. Donc, vous avez réponse à tout, c'est terrible, mais c'est parce que le bouquin est très complet, très bon. Les mots qui font mal, ça peut avoir un effet absolument désastreux sur les enfants. Oui, bien sûr. Puis souvent, les mots qui font mal, c'est parce que le parent est stressé. Il a peur que son enfant ne réussisse pas, n'y arrive pas dans la vie. Puis l'école, c'est quand même très très important. Dans l'éducation, il faut que notre enfant il ait de bonnes notes, il ait un bon diplôme, etc. Dans les pistes très concrètes, si on veut garder une idée, il faut éviter de mettre de l'affect. Alors, l'affect, on peut le mettre, mais on peut le mettre surtout avec du positif. C'est ça, voilà. Pas avec du négatif. Pas tu m'as déçu, qu'est-ce que tu me fais. Voilà. Ne pas se mettre soi dans la relation. Puis imaginez, vous avez un collègue de travail qui est négatif toute la journée, qui vous dit que vous n'avez pas su parler, que vous avez bredouillé, que votre rubrique était mal construite, que votre bureau était mal rangé, etc. Est-ce que ça vous motive ? Ouais. Non. Ça n'arrivera jamais. Et non, pas ici. Ouais, ton bureau, bon d'accord. Alors qu'un collègue qui vous fait des remarques positives en disant que c'était construit, que c'était pertinent, ça donne envie. C'est vrai. En revanche, dire en permanence tu es génial, tu es beau, tu es grand. C'est pas bon non plus, parce que en fait là l'enfant il sait très bien que c'est sa maman, son papa qui voit ça avec des yeux de parents qui adorent leur enfant, mais aucun professeur va dire génial, super, non, ça c'est. On va vous dire ça quand vous corrigez des. Non, on peut dire tu sais ta poésie, tu as mis le ton, tu as fait les bonnes liaisons, c'est ça le vrai compliment. Il faut qu'il soit descriptif, il faut décrire quelque chose et l'enfant il sait pourquoi il est génial. Donc il gagne confiance en lui. Ouais, et tout ça est quand même très important parce que les émotions comptent beaucoup. Bien sûr. Dans la vie en général dans les apprentissages. On a parlé récemment des compétences psychosociales dans cette émission. C'est exactement de ça qu'on parle en fait. Exactement. Puis alors les émotions, elles se transmettent vraiment aussi entre les enfants et les parents. Le soir, on est fatigué, fin de journée, on doit tout faire en 2 heures et il y a beaucoup de stress qui s'accumule, de fatigue de fin de journée. Donc c'est pour ça que mon vecteur de bonne humeur, il est aussi à faire pour les parents. Ah oui, quand on rentre. Bien sûr. Chocolat chaud, verre d'eau, massage, un thé, une tisane, et puis une musique douce, et vous êtes mieux pour attaquer. Petit apéro, tout ça peut déraper quand même, c'est pas entre 5 et 7. Je montre juste un exemple, regardez là, il y a un tableau, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de... il y a un aspect très pratique dans le bouquin. Oui. Quelque chose qu'on peut retenir, et c'est dans ce tableau, c'est quand on a envie de dire un truc désagréable, on peut toujours le transformer, se dire en fait, c'est un problème, et derrière, il y a une demande, et donc on peut toujours reformuler. Il y a un besoin souvent. Il y a un besoin, voilà. Quand un enfant, par exemple, je sais pas, boude, voilà, on a la même idée. On a le même exemple. Et c'est qu'il a quelque chose sur le cœur qui s'est pas encore exprimé. C'est ça. Quand vous boudez, c'est que vous savez pas le dire et vous osez pas le dire en fait. L'enfant qui est en colère, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de dire que ça va pas. Il faut lui laisser cet espace-là. L'insolence, ça c'est quelque chose que souvent on veut se faire remarquer, on veut être au centre de l'attention. Et on va lui faire un peu remarquer qu'il est au centre de la famille, mais il n'a pas besoin d'être insolent. Marie Costa, que l'on retrouve juste après la récré, que l'on reçoit pour ce Tu peux y arriver, qui vient de sortir chez Du Bouc Supérieur. Elle l'a écrit avec Élise Arval, Brandon Noiret. Brandon, pour cette récré, vous nous présentez un livre CD qui vient de sortir, c'est chez Fleurus, Marcel Pagnol, lu par Fernandel, mais par Vincent, évidemment. Vincent Fernandel. Ah oui, avec l'accent. Vous allez mettre l'accent. Oui, 3 extraits, La gloire de mon père, Le château de ma mère et Le temps des secrets. Voici mon cher Emmanuel, regardez. Non mais effectivement, c'est un livre CD destiné à un jeune public pour découvrir cette œuvre de Marcel Pagnol. Est-ce que vous avez étudié, vous, à l'école, Marcel Pagnol ? Oui, bien sûr. Marie connaît par cœur. Vous aussi ? Oui, sans doute. Eh ben, c'est fini maintenant, depuis 15 ans, on n'étudie plus Marcel Pagnol à l'école. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Non, c'est vrai. C'est plus au programme. Il y a juste dans certaines écoles très spécialisées en Provence, mais plus du tout au programme, malheureusement. Et donc oui, c'est Vincent Fernandel, le petit-fils de Fernandel, grand acteur, magnifique acteur. Et en fait,
ce livre a vu le jour grâce à la relation entre les deux petits-enfants, Nicolas Pagnol et Vincent Fernandel. Évidemment, leurs grands-parents ont une histoire étroite pour tous ces grands films, Spoons, Topaz. On trouve aussi Roguin, Angèle. Ces magnifiques films, leur relation était là. Donc, depuis quelques années, ils avaient une discussion entre eux. Ils ne se sont jamais vus et ils décident de partir sur ce livre audio. La voix est très agréable de Vincent Fernandel. On retrouve cet accent marseillais, évidemment. Il manque plus que le bruit des cigales et on se retrouve plongé en Provence. C'est très intéressant. Évidemment, ce ne sont que des extraits. Oui, il n'y a pas toutes les œuvres. Non, c'est ça le petit inconvénient. Mais bon, ça suffit pour le grand public. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a toujours ces illustrations, ces guerlets. Hein. Évidemment, elles sont magnifiques et on peut suivre, on peut lire en même temps. Donc on a la voix, on a les différents. Voilà, on a la vue, on a l'oreille, on a tout et c'est extrêmement agréable. Voilà, pour en apprendre plus sur l'œuvre de Marcel Pagnol, malheureusement, qui n'est plus au programme scolaire dans toute la France. Fernandel aurait eu 120 ans cette année ? Oui, au mois de mai 1903. Donc c'est bien aussi d'entendre la voix de Vincent Fernandel. Ça permet aussi de reparler de cet acteur. Et il y a beaucoup de choses qui vont être faites à partir du mois de décembre dans les différentes écoles en France, primaire, collège et lycée, autour de Fernandel. Parce que c'est vrai que les jeunes maintenant ne connaissent plus du tout. Bon, si on fait Fernandel, Pagnol va revenir assez rapidement. Effectivement. Et on vous conseille parce que ça vient de sortir et c'est juste magnifique pour en apprendre un peu plus sur ces œuvres incontournables du patrimoine national. Et c'est un livre CD et on retrouvera Célie en fin d'émission avec des livres pas CD mais tout à fait passionnants. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Tu peux y arriver, Marie Costa. Un petit coach perso pour accompagner son enfant vers la réussite scolaire. C'est ainsi que se présente le livre d'Élise Arval et Marie Costa. Il y a beaucoup d'outils, je le disais dans le livre, et j'y insiste. Par exemple, pour la mémoire. Alors là, vous recommandez des jeux. Il y a un côté oui, on a 60 millions de consommateurs. C'est-à-dire, vous les avez testés, vous donnez, il y a les marques et tout. On joue beaucoup avec Élise et on pense que le jeu aide énormément dans tous les apprentissages, parce que le jeu amène le plaisir et les enfants, quand ils sont en train de s'amuser, là on voit que la motivation, qu'on en parlait tout à l'heure, vient vraiment d'eux et sans faire d'efforts. On apprend avec le jeu. Donc pour ça qu'on a donné beaucoup de pistes de jeu et puis de rendre les apprentissages plus sympathiques, plus fun, plus ludiques, c'est fantastique. Ouais. Il y a des virelangues. Oui, les virelangues. Oui. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Il faut le faire avec un stylo dans la bouche. Il est trop fort. Ah oui, c'est vrai qu'on est comme le chat. Le dernier, là, sans stylo. Là. Le dernier? Tas de riz, tas de rats, tas de riz, tanta, tanta de rats, tas de rats, tenter, téta, tas de riz, tas de riz, tas de rats, font un tas, tentant, tâté. À dire plus vite possible. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bravo. Pas mal quand même. C'est pas mal. C'est bien. Moi, j'avais quoi? 3 petites truites non cuites, 3 petites truites crues. Waouh. Oui, bravo. Bravo, Emmanuel. Une semaine de révision quand même. En fait, ce que vous montrez aussi, c'est qu'on peut s'entraîner absolument tout le temps. Alors, c'est plus valable pour les enfants d'ailleurs. Je pense qu'à partir de 13-14 ans, ça peut devenir un peu plus compliqué à manipuler. Mais à tout moment, quand on va faire les courses, quand on part en vacances, quand on écrit les cartes postales, en fait, on apprend en permanence et c'est le rôle de l'enfant que d'entraîner du parent que joli lapsus, c'est le rôle du parent que d'entraîner l'enfant dans ces c'est ça, et c'est pour ça qu'on n'est pas professeur. Refaire le professeur à la maison, il n'y a rien de plus barbant en fait. On peut apprendre dans toutes les situations de vie du quotidien et c'est là où le parent doit s'en saisir. Et c'est pour ça que ce livre, il est pratique avec des fiches très claires et plein d'astuces du quotidien pour pouvoir aider son enfant à être plus motivé et plus performant à l'école. Il y a tout un chapitre sur les lectures des 10 commandements pour les parents. Oui. C'est quelque chose de très important. Je ne sais pas s'il est de vous ou d'Élise Arval. Il est de moi. Alors vous le connaissez par cœur. Oui. On va peut-être pas faire les 10 commandements, mais quelques-uns. Déjà, un premier commandement, c'est on ne peut pas dire à l'enfant « lis » si nous, on ne lit pas. Voilà. Il faut montrer l'exemple. Ça, c'est très, très important de montrer l'exemple. Ensuite, il faut réinstaurer la lecture le soir. Prendre le temps d'aller lire une histoire, de faire des lectures surprises. De temps en temps, on se met dans un canapé et on éteint la télé et on lit un livre. Ça, et si je puis me permettre d'apposer autre chose, c'est de pas arrêter. Magnifique. Et oui, c'est ça. Et de ne pas arrêter de lire des histoires aux enfants quand ils savent lire, parce que sinon ils peuvent vivre l'objet livre comme quelque chose qui les sépare des parents. Exactement. Et ça, c'est très important. On continue même si l'enfant sait lire. Ça reste une lecture plaisir, lecture offerte, où le parent va mettre le ton, où il va y avoir de la complicité, où l'enfant, en fait, il l'écoute, mais il ne fait pas l'effort de lire. Les choix de lecture de l'enfant, tu respecteras, c'est le 5e commandement. Oui, ça c'est sûr, parce qu'on a tendance à dire oui, mais on ne va pas lire des BD, etc., ou des mangas, alors que tout style de lecture est très très bon à prendre. Un enfant qui aime les documentaires, vaut mieux lui acheter un petit Science Avenir que de le laisser sans lecture.
Et toujours la confiance, la confiance, la confiance. Je prenais les exemples de la lecture, vous donnez les mêmes pour l'écriture. Oui, les mêmes pour l'écriture et puis pour le calcul aussi. En fait, on part de ces trois fondamentaux qui sont la lecture, l'écriture et le calcul. Parce que ça, on en a besoin. Et la partie écriture a été écrite par Élise parce qu'elle est graphothérapeute. Donc, elle sait aussi quel stylo utiliser, comment corriger. Ah oui, il y a des conseils très concrets au début. Mais c'est vrai qu'après, quand on lit, tout ça tombe sous le sens. Parce que la main de l'enfant est petite, c'est pas la peine de lui donner un espèce de gros marqueur. Il vaut mieux un petit crayon en papier qui en plus s'effacera, etc. Qui va s'effacer plutôt qu'un stylo bic. Et l'attention, ça s'entraîne. Et vous donnez des conseils, des exercices pour travailler son attention. Eh bien, c'est difficile, hein, l'attention. Ouais. L'attention, tout peut nous laisser distraire. Hein. Ça peut être un bruit, ça peut être nos pensées. On peut partir dans nos pensées, surtout quand on est en cours. Hein. On sait bien qu'on s'endort et qu'on s'endort. Ah oui, vous dire quand on est élève. Quand on est élève en cours. Je croyais qu'en tant que prof, vous étiez en train de dire... Non, on rêve moins quand on est prof. On réveille les élèves. Mais non, l'attention, c'est quelque chose de périlleux. Hein. C'est un peu comme dans le livre, on parle de marcher sur une poutre. On prend ça à Monsieur Lachaud, qui est spécialiste de l'attention. Il disait que quand la poutre, elle est trop longue, c'est-à-dire que de se concentrer trop longtemps, c'est difficile pour un enfant. Donc, il vaut mieux fragmenter les apprentissages, faire autre chose, prendre 5 minutes où on est concentré. Il y a plein de méthodes, Pomodoro, dont on a déjà parlé, il y en a quelques autres. Et où on reste à 100% sur quelque chose, puis ensuite on va bouger un petit peu. Et puis l'attention, c'est quand le niveau est aussi trop haut, quand la poutre est trop haute, quand on nous demande quelque chose qui est trop difficile. C'est ça, et là on rejoint nos zones proximales de développement. Voilà. Des conseils de lecture, il y a les 10 commandements ici, on peut en rajouter un 11e qui est, si vous êtes parent, lisez-le, tu peux arriver. Je pense que si on est enseignant aussi, parce que tous les enseignants ne sont pas formés à tout ça, vous ne l'avez pas été en tant que prof. Non. Vous avez trouvé ça ailleurs je pense que ça peut s'adresser à tous les professionnels, l'orthophonie. C'est ça, tous les éducateurs, toute personne qui éduque, y compris les grands-parents. Allez, Brandon, merci beaucoup. Merci, je vois que vous prenez déjà votre livre pour céder votre place à... je vous l'avais lu avant de nous en parler. Oui, mais je vais encore le lire. Je l'apprends par cœur. Et vous cédez la place à Célie Luton, la librairie. Et comme tous les vendredis, on pousse les portes de la librairie de Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Librairie dont on peut pousser les portes en vrai, la librairie des enfants, Paris, dans le 17e arrondissement. Exactement. Plein d'activités, des signatures, vous guettez tout, vous vous inscrivez sur la newsletter parce que sinon, vous n'avez pas le droit d'écrire à vos clientes et vos clients. Une sélection aujourd'hui, tous azimuts. Une lecture, mais quand même un petit fil autour du cocooning. Exactement. Et on commence avec le concert de lapin d'Emmanuel Trédez, présenté par Delphine Jacot. Et voilà, Delphine Jacot. Donc, on va prendre un plaid, un verre d'eau, on reste ensemble, chocolat on se met en chaud mode aussi, avion. Il faut absolument prendre un chocolat chaud, sinon, toujours. Et on reste en famille, peu importe l'âge. Je trouve que celui-ci, le concert de lapin, il a un coup de cœur. Lapin, il va avoir un gros coup de cœur pour la biche. Mais elle n'aime que les musiciens. Oh là 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 là. Et il va essayer, s'entraîner avec le lion, jusque, c'est dur de devenir un grand violoncelliste. Surtout en 3 mois. Un tromboniste, au début, ça commence avec quelques petites, tout le monde va mettre incidents. Des bouchons. Voilà, tout le monde va mettre des bouchons dans les oreilles. Et est-ce que Lapin... Est-ce qu'il n'aurait pas envie de tricher un petit peu pour... Il n'a pas l'oreille très musicale. Exactement. Mais Lyon trouve la solution. Peut-être. Peut-être. Forcément, mais est-ce que ce sera dans l'intérêt de Monsieur Lapin? Je ne sais pas. On ne spoil pas complètement. Et pour tous les âges, cherchez les détails dans les illustrations de Delphine Jacot. Cherchez les œuvres d'art. Allez dans le magasin de musique de Amadeus. Voilà, donc c'est excellent, drôle. Excellent. Plein d'œil. Mais oui, il y en a plein. Accords et désaccords, maison fondée, il y a fort longtemps. C'est très drôle. Attention. Mais oui, voilà. C'est un peu comme dans Astérix, il y a autant de blagues, ou comme chez Disney d'ailleurs, il y a autant de blagues pour les parents que pour les enfants. Exact, mais c'est pour ça que ça va être un moment où on se réunit. Une chose formidable, deuxième livre CD de cette émission, livre CD merveilleux. Il est illustré, rédigé et raconté par une immense artiste de l'édition jeunesse, Rebecca d'Outremer. Rebecca d'Outremer, elle illustre, elle écrit et elle raconte. Donc à la fin au début du livre, vous avez le CD, à la fin, vous avez le queer code. On revient avec son petit lapin, Jacominus Gainsborough, qui il a bien travaillé, il attend son ami Polycarpe qui doit venir dîner. Et il pense à quelque chose. Qu'est-ce que je suis content de me souvenir. Quand Polycarpe va arriver, je vais lui raconter. Et il s'endort. Et là, voilà. Et là, c'est la grande sieste. Et voilà. Et à son réveil, il a oublié cette chose formidable qu'il voulait raconter à son ami. Son ami lui dit, mais c'était une grande ou une petite chose? Pour tout le monde, c'est une petite chose, mais pour nous, c'est énorme. Et
quel est ce trésor qu'il va redonner Mais à ça, son évidemment, ami. vous n'allez pas nous le dire. Ok. Ah non, non, vous savez que je ne dévoile pas. Non. Zip, zip, zip. Les chiens pirates. Bah oui, Deux chats, un chien. vous le saviez. Clémentine Mélois et Rudy Spessert, que vous adorez. Les chiens pirates Exactement. et le vaisseau fantôme. Ah oui. Bah vous saviez, à l'école de un loisirs. nouveau Rudy Spessert et Clémentine Mélois, c'est sûr que j'allais le présenter. Toujours aussi beau, toujours aussi bon, toujours aussi drôle, toujours aussi fantastique. Les terreurs des 5 mers, les chiens pirates. Cette fois-ci, ils sont une fois de plus conviés pour une aventure. Ils doivent aller attraper le pavillon noir du vaisseau fantôme. Et à la fin. Et ben on va chanter. Ah, on chantait quoi? Bon, on chante Hey ho, les chiens pirates, c'est pas des toutous qui donnent la papate. Vous allez adorer, je les adore. Génial. Pendant la mer et les flots, ils veulent du gigot. Voilà, j'ai pas l'air, mais j'adore. C'est Les chiens drôle. pirates et le vaisseau Et fantôme, vous quel avez- âge? À partir de 3 ans, 3 ans et demi. Parce que vous avez du texte. Là, à partir plutôt 5-6 ans. 5 ans pour. C'est Ouais. 5-6 ans pour une chose. Oui. 6 ans. Formidable. Et le concert de lapin. 6 ans. 6 ans. Un Et peu sans plus limite long. d'âge supérieur, on l'aura compris, puisqu'il y a plein de blagues pour les parents. Célie, merci Sublime. beaucoup. Avec plaisir. Super lecture. Donc, chocolat chaud. Ah oui. Verre d'eau, on n'oublie jamais. Petit massage, ça vous avez oublié, mais non, il y a chanter, petit c'est massage. une bonne idée aussi. Ah, mais C'est vrai? toujours ensemble. Bon, allez, je vous ferai pas là des annonces en chantant, mais le cœur y est. Merci à vous deux, Marie Costa, merci beaucoup. On lit, tu peux y arriver, c'est chez Debook Supérieur. Et merci à toute l'équipe, Laure Rodemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui est assistée en régie aujourd'hui par Emma Frari, Thibaut Goury-Lafont au son, Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.